Le monde d'Asmodée et d'Erne est un vaste ensemble romanesque dans lequel le personnage d'Asmodée et d'Erne, alias Thomas ou Tommaso Reguer, passe ou repasse, facétieux vieillard sur lequel le temps n'a pas d'emprise. Certains le prennent pour un magicien ou un démon, qualification qu'il rejette. Il n'a d'autre volonté que d'ouvrir les êtres qu'il croise aux multiples destinées qui s'offrent à eux. Loin d'être une série qu'il faudrait lire dans un ordre précis, le monde d'Asmodée et d'Erne se veut un ensemble que chaque lecteur construira à sa mesure, selon l'ordre qu'il choisira et le nombre de romans lus. Dans Le monde d'Asmodée et d'Erne, Quer Éditions présente Vous qui entrez à Monte Chiaro, un roman de Vincent Engel, lu par Philippe Collier. Prologue. Baptiste attend que le bruit de l'antique camionnette qui vient de le déposer s'estompe dans le lointain. Le panneau qui annonce l'agriturismo della Villa Bosca détaille sobrement les services offerts par les hôtes, Laetitia et Giovanni della Rocca. La même élégance que le site internet, troublé par un petit panneau annonçant que l'établissement est fermé jusqu'à une date indéterminée. Il n'y a pas de grille. Devant Baptiste, une allée de cyprès mène à un bosquet entre les branches duquel on devine la silhouette d'une belle demeure. Baptiste prend une ample respiration, saisit sa valise et s'avance. Il fait délicieux. Le printemps et les oiseaux chantent sans la moindre interférence. La dolomie du chemin est parfaitement entretenue, comme tout ce que le visiteur découvre autour de lui. Les contours de la maison se précisent, il y a 2 bâtiments. Le principal est une demeure de 2 niveaux, en pierre et briques, simple et magnifique à la fois. Sur le côté, une dépendance plus petite, à côté d'une piscine pour l'heure recouverte. Tout semble désert. Baptiste atteint la grande porte d'entrée sans avoir même été interrompu par l'aboiement d'un chien. Il hésite une dernière seconde devant le battant de bois, puis appuie sur la sonnette. Il entend un carillon, puis le silence revient. Il songe alors, pour la première fois, que les propriétaires peuvent être absents, hospitalisés, morts. Mais il doit arrêter de toujours imaginer le pire. Comme pour se moquer de lui, un bruit de pas léger retentit derrière la porte qui s'entr'ouvre. Un visage de femme inquiète apparaît. Il la reconnaît aussitôt et s'efforce de sourire. « Laetitia della Rocca ?» dit-il d'une voix qui tremble légèrement. Elle hoche la tête mais sans ouvrir davantage. « Je suis désolé, nous sommes fermés. »« Je m'appelle Baptiste Morgan, » interrompt-il avec précipitation. « Je suis le petit cousin de Sébastien. J'ai retrouvé une lettre de votre ancêtre, Bonifacio della Rocca. J'ai aussi les partitions d'Alessandro Giaccoli. C'est grâce à elle que le chef Francesco Contessan a pu les enregistrer. » Sans s'arrêter, il sort de son sac l'album de Sébastien Morgan. Retour à Monte Chiaro. Il le tend comme un laissez-passer à Laetitia qui s'est figée, pâle tout à coup, puis qui rosit en tendant la main vers le livre. « Ce livre, vous êtes magnifique », bredouille Baptiste, aussi embarrassé qu'elle. Il remet maladroitement le livre dans son sac et en extirpe d'autres documents qu'il lui tend. « Je sais que vous êtes fermé, mais je vous en prie, ceci est assez exceptionnel, non ? Il y a d'autres personnes dont j'aimerais vous parler. Je paierai ce qu'il faut, je ferai ce que vous voudrez, mais je devais venir ici. » Il se tait. Visiblement, Laetitia est bouleversée. Elle ouvre enfin la porte tout grand et, après avoir jeté un regard à la dérobée, l'invite d'un geste à entrer. « Venez, » murmure-t-elle. Première partie, Les morts. 1890-1900. Roberto referma la porte de la chambre et refoula ses larmes. Derrière le panneau de bois, il entendait sa mère qui continuait à vociférer et à l'invectiver.
Tu n'es qu'un incapable, même pas foutu de lire correctement. Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il s'éloigna sans bruit. Une servante apparut au sommet de l'escalier, l'air terrorisé. « Va t'occuper d'elle », lui dit-il d'une voix à peine audible. « Je pense qu'elle a renversé du thé sur sa robe. » Sans attendre, il descendit et sortit du palais Palomini, siège de la grandeur de sa famille, les Coniglio, dont il était l'affligeant cadet. Incapable, c'était le mot que sa mère utilisait le plus souvent pour le désigner, même d'être aimé par celle qui lui avait donné le jour et que lui, ce grand enfant de 36 ans, aimait plus que tout au monde. Il descendit la grande rue pavée et passa sous la porte de Sienne. À pas lents, le front bas, il remonta vers le cimetière de Montechiaro. Autour de lui, il devinait le printemps qui s'activait, qui déployait ses odeurs, sa sève, sa force. Dans les champs, les paysans travaillaient. Avec la terre, ils entamaient le grand ballet éternel aux gestes immuables, dont le succès dépendrait autant de la sueur humaine que des caprices des éléments. Les traces dans le paysage du terrible hiver de 1889, 10 ans auparavant, étaient effacées. La neige, déjà rare, fondait vite et plus rien ne distinguait le sang séché de la terre qu'il avait bu, le sang de 2 hommes, le père de Roberto et le comte Bonifacio della Rocca, désignés depuis ce jour par Andrea, aîné de la fratrie, comme l'ennemi héréditaire. Roberto s'engagea dans les allées poudreuses du cimetière. Avant de gagner la tombe de leur père, Umberto Coniglio, il passa par celle de Bonifacio. Jamais il n'aurait osé avouer à son frère qu'il venait souvent s'y recueillir. Le cadet n'avait jamais compris pourquoi son frère vouait une telle haine à cette famille qui, par ailleurs, assurait à l'entreprise familiale une part substantielle de leurs revenus. Parce qu'Umberto Coniglio avait construit sa fortune en convainquant le comte della Rocca de lui confier la vente des productions de son domaine, et que le comte, contrairement à la majorité des propriétaires de la région, prenait soin de ses terres et de ses paysans. Si Andrea avait pu étudier le droit et aujourd'hui se consacrer à la politique, c'était grâce à l'argent issu de cette collaboration. Donc aussi grâce à Bonifacio della Rocca. La haine était-elle une maladie contagieuse ? Se demanda Roberto, ainsi qu'il le faisait chaque fois qu'il se retrouvait là. Le chevalier Gioacchino Brucola avait assassiné les 2 amis parce qu'il les estimait responsables de la ruine de sa famille, quand cette ruine n'était que le fruit pourri de l'incurie et de la débauche. Il avait couvé sa vengeance pendant 30 ans, parcourant l'Italie et la France. Dans les Pouilles, le chevalier déchu était devenu un petit chef de bande brutal et meurtrier. Puis, avec un de ses frères, il était revenu à Montechiaro pour le point d'orgue de sa folie. Incapable de reconnaître qu'il était l'unique cause de ses échecs, Brucola avait détesté Umberto Coniglio et Bonifacio della Rocca et les avait tués tous 2, avant de trouver la mort dans des circonstances troubles. Incapable de reconnaître ses dettes, Andrea Coniglio n'avait plus eu que le fils della Rocca comme cible de sa haine. Pour apaiser ses peurs, Roberto songeait que son frère était trop intelligent pour commettre un meurtre, et il espérait que ses succès politiques transformeraient cette haine en indifférence. La tombe de della Rocca était très simple, une dalle, quelques inscriptions. À ses côtés, une tombe plus dépouillée encore, celle de Baldassare, un prêtre que della Rocca avait ramené de Venise en même temps que sa jeune épouse, la princesse Laetitia Malcessati. Roberto n'avait jamais partagé ses idées sur la haine contagieuse, ni avec Bronchi, l'associé que son père avait engagé pour pallier l'indisponibilité d'Andrea et la faiblesse de Roberto, ni avec les Lungo, Adriano, l'instituteur, ou son fils, Ulisse, qui tenait une librairie. Roberto parlait d'ailleurs peu. Les silences et les regards de ses rares amis indiquaient qu'il devinait une partie de ses chagrins. Mais lui-même n'aurait pu les exprimer. Il avait lu des dizaines de romans à sa mère,
dans lesquelles se déployait l'infinie palette des passions et des sentiments. Il avait vécu les colères et les caprices de cette femme qui terrorisait tout le palais. Mais rien de cela ne lui avait permis de trouver les mots et les phrases pour bâtir le récit d'une vie aussi terne que la sienne. Il leva les yeux. Le soleil brillait sur les tombes comme sur les champs et les cyprès. Une seule musique, celle des oiseaux, des insectes et du vent léger. Dans les romans, la vie était exaltante. Ici, elle aurait pu être légère pour qui ne trimait pas dans les champs. Mais celle de Roberto. Il tourna le dos à la tombe et gagna celle de leur père. Devant le monument, il sentit ses yeux se mouiller. Umberto Coniglio avait-il été un bon père ? Il avait aimé ses enfants, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'image qu'il s'en était faite ne correspondait pas à la réalité. Andrea, le plus doué, ne cherchait qu'à briller dans un monde politique qu'Umberto méprisait, quoiqu'il reconnût qu'il valait mieux y avoir des relations. Quant à Roberto, il lui avait reconnu une loyauté et une fidélité incomparables au regard de l'égoïsme de son aîné. Mais Roberto savait qu'il avait déçu son père et qu'il n'avait pas la carrure pour gérer seul la société. Roberto détestait décider et plus encore arbitrer des conflits. Devant la tombe, il bredouilla des paroles inintelligibles qui tentaient d'exprimer à la fois ses remords, son amour, son désir de mieux faire, sa peur de décevoir encore. À quoi bon ? Il savait que son père ne l'entendait pas. L'homme n'avait pas eu la vieillesse qu'il méritait, et pas seulement à cause de ses fils. Sa femme avait transformé son quotidien en cauchemar. Avait-il accueilli la mort comme une délivrance ? Cette idée déchirait Roberto à chaque visite, et il lui était arrivé de la reprendre à son compte. Mais il ne pouvait plus faire défaut. Même haineuse, même odieuse, sa mère avait besoin de lui. Et Andrea, de qui avait-il besoin ? Pas de moi, songea Roberto en soupirant. Les amis de son frère n'habitaient pas Montechiaro. Le village n'était plus pour le politicien qu'un lieu où se reposer et parquer sa femme et son fils Salvatore. Lui-même n'y venait que rarement, jurant qu'il œuvrait pour amener le train à Montechiaro, ce qui procurerait un essor spectaculaire à la société familiale. Des paroles pour endormir, des gouttes pour calmer leur mère. Le frère de Roberto avait l'art de plonger ses proches dans une douce léthargie. Roberto, lui, croyait encore au train et redoutait les moments où, cessant d'agir, la potion magique jetait sa mère dans des crises comme celle qu'il venait de vivre. Mais n'était-ce pas dans ces moments-là qu'elle était la plus lucide ? Andrea avait convié son frère à déjeuner chez lui. « Roberto, j'imagine que tu es conscient que l'état de notre mère s'est aggravé. » Le repas avait été plutôt silencieux. Roberto avait répondu aux questions de sa belle-sœur sur la marche des affaires. C'était un sujet qui ne l'intéressait pas, mais elle ne savait quel autre aborder sans embarras, à l'inverse de son mari qui, au dessert, alors qu'une gouvernante faisait entrer le petit Salvatore, avait demandé à son frère quand, enfin, il se déciderait à se marier et à avoir des enfants. Pour seule réponse, Roberto avait rougi et plongé le nez dans son assiette. Pour détourner la conversation, Anna avait interrogé son fils sur la qualité de sa sieste et ce qu'il souhaitait faire le reste de l'après-midi. L'enfant était demeuré muet et boudeur, sans un regard pour son oncle. La mère, l'enfant et la gouvernante avaient quitté la pièce et les deux frères s'étaient retrouvés seuls. À la question rhétorique d'Andrea, Roberto se contenta d'acquiescer. Il savait que son frère ne lui demandait pas son avis. Sans doute, comme à l'accoutumée, avait-il déjà pris une décision dont il allait informer son frère, lequel jouerait le rôle qu'on lui aurait assigné. Toutefois, au soulagement que Roberto éprouvait chaque fois qu'une décision était prise pour lui, s'ajoutait une inquiétude sourde et inédite, probablement nourrie par l'objet de la décision, sa mère.
Les gouvernantes que nous avons engagées ces derniers temps n'ont pas tenu plus de 10 semaines et il ne sera bientôt plus possible d'en trouver une, même au prix fort. » Il ouvrit une boîte de cigares qu'il présenta à Roberto. La minute qui suivit fut dédiée au cérémonial de la coupe et de l'allumage, puis Andrea rejeta une épaisse volute de fumée et reprit. « Tu es la seule personne qu'elle tolère à ses côtés sans l'agonir d'injures. » Roberto ne songea pas que c'était sans doute parce que la vieille femme avait épuisé le stock d'injures qu'elle réservait à son cadet, ou parce qu'elle ne le voyait même plus. Il n'avait pas remarqué ce privilège que son frère lui révélait à l'instant. Les choses s'étaient mises en place si progressivement. Depuis combien de temps Roberta ne l'avait-elle plus moqué ou injurié? 1 mois? 10 mois? 2 ans? Roberto n'en savait rien, pas plus qu'il ne savait à quoi il fallait attribuer cette évolution, ni comment l'interpréter. Heureusement, Andrea lui apporta la réponse que son cœur espérait. « Il y a toujours eu entre elle et toi un lien particulier, très fort. J'en ai parfois été jaloux. Elle t'a toujours protégé. » Était-ce vrai? Roberto ressentit un pincement dans la poitrine qu'accentua l'étrange expression sur le visage d'Andrea. Mais l'évocation de cette préférence maternelle était ce qu'il voulait entendre, et son esprit s'inclina. « Je pense que tu seras d'accord pour dire qu'il n'est plus possible de la garder dans ce palais. J'en ai parlé à notre médecin. Son état ne peut, hélas, qu'empirer, et si personne n'est là pour la seconder dans des soins qui seront toujours plus pesants, nous courons au drame. » Andrea avait hésité avant de prononcer l'adjectif qui, depuis plus de 10 ans, résumait le mieux leur mère. Pesante. Roberta l'était au propre comme au figuré, et toujours davantage. Sa seule toilette nécessitait une force physique qu'une soignante n'avait que rarement. « Mais que faut-il faire ?» interrogea Roberto d'une voix blanche. À ce stade, ce grand enfant de 34 ans n'envisageait aucune solution qui ne fût tragique. Il se mit à bafouiller. « Je ne peux pas... » Andrea l'interrompit. « Tu ne peux pas t'occuper d'elle plus que tu ne le fais déjà, et tu refuses d'être séparé d'elle, n'est-ce pas ?» La gorge nouée, Roberto acquiesça. Son souffle se calma. Andrea ne pouvait pas ne pas avoir une solution. Au cours des dernières années, les sorties de Roberta s'étaient raréfiées, même en ne considérant que celles qui la conduisaient hors de son lit, sur le balcon, voire exceptionnellement dans le salon ou la salle à manger. Quant à franchir le seuil du palais Palomini, il n'en était plus question depuis la mort d'Umberto. Pour le voyage que projetait Andrea, il fallut s'organiser, ce que le député fit avec son efficacité habituelle. Une imposante voiture conduisit la petite troupe jusqu'à Florence, où elle passa la nuit dans un palace. De là, le lendemain, elle s'embarquerait dans un train où un wagon avait été réservé. Andrea prit soin d'administrer régulièrement à la malade les gouttes d'opium en un dosage précis indiqué par le médecin, lui aussi du voyage. La dose parfaite pour que Roberta demeurât en équilibre entre la somnolence et une motricité minimale. Pour l'accompagner, en plus d'Andrea, Roberto et le médecin, il y avait aussi 2 gaillards costauds qui feraient office d'infirmiers et 2 jeunes femmes qui avaient pour mission de s'occuper de la toilette et de l'alimentation de la malade. Avant de partir, Roberto avait manifesté des scrupules d'abandonner Bronchi. Andrea avait coupé court. Roberto pouvait partir serein, Bronchi pourrait gérer seul la société le temps que Roberto resterait absent. Andrea ne précisa pas. Les affaires déclinaient puisqu'il n'avait rien fait pour qu'il en fût autrement et il n'avait pas laissé le choix à Bronchi. Humainement, celui-ci appréciait Roberto, mais il ne pouvait guère tabler sur lui au quotidien et l'homme passait plus de temps aux côtés de sa mère que dans les bureaux. Bronchi avait appris à ne compter que sur lui-même et sa collaboration avec Domenico della Rocca. De toute manière, avait précisé Andrea, l'absence de Roberto ne serait pas longue, on se garda d'évoquer l'événement qui y mettrait fin.
Durant leur soirée à Florence, Andrea avait mis son frère au courant des derniers détails, tandis qu'ils partageaient un repas dans un grand restaurant de la ville, où le personnel et des clients avaient salué le député Coniglio avec beaucoup d'égards. Roberto était tétanisé, et l'admiration qu'il portait à son frère en fut renforcée. San Clemente est une des meilleures institutions du pays. Avant de prendre ma décision, j'ai consulté les plus grands spécialistes. Je sais que tu trouves Venise éloignée de Montechiaro, mais ce qui compte, Roberto, n'est-ce pas d'assurer à notre mère les meilleurs soins? Quelle que soit l'issue, elle sera bien traitée, et surtout, tu seras auprès d'elle. Roberto eut un mouvement qui pouvait laisser croire à une question, mais Andrea le devança. Tu ne pourras pas loger à San Clemente, mais je t'ai trouvé une chambre confortable et tranquille dans un quartier proche de San Marco. Tu verras, c'est à côté d'une des plus belles églises de Venise, les Miracoli. Un miracle, il en faudrait un pour que la malade recouvrît jamais la santé. Pour ce qui était de sa conscience, en considérant les années d'opium et une possible disposition à la démence, Andrea savait qu'il ne fallait pas y compter, même avec l'aide de tous les saints. Sa mère ne reviendrait jamais à Montechiaro. Quant à son frère, il aviserait en temps utile. Je t'indiquerai aussi à notre arrivée la banque où tu pourras prélever l'argent dont tu auras besoin. Profite de cette chance pour te dégourdir, Roberto. Sors, va au concert, à l'opéra, au théâtre. Tu n'es que trop longtemps demeuré dans une campagne attardée. Tu as l'âme sensible, tu pourras te cultiver. Et ce seront de magnifiques sujets de conversation avec notre mère. Elle a toujours regretté de n'avoir pas une vie mondaine plus riche. Qui sait, tu pourras peut-être l'accompagner à la Fenice. Et puis, tu auras enfin l'occasion de rencontrer une femme. Roberto devint écarlate et Andrea éclata de rire en lui resservant un grand verre de vin. Le voyage jusqu'à Venise fut long mais confortable. Roberta parut ne même pas remarquer qu'elle avait quitté sa chambre. Assise devant la fenêtre du compartiment, elle regardait sans le voir le paysage qui défilait sous ses yeux. Roberto était plus attentif et se laissait gagner par une excitation inédite provoquée par ce qu'il découvrait et par les paroles de son frère. Sa mère avait-elle vraiment regretté de n'avoir pas de vie mondaine? Et lui, allait-il s'adapter? Pour l'heure, il ne se voyait pas faire autre chose que rendre visite à sa mère tous les jours pour lui tenir compagnie. Mais pour avoir des sujets de conversation, il lui faudrait aussi s'aventurer dans cet univers inconnu. Enfin, le train s'engagea sur la voie qui reliait Venise au continent. Andrea, qui rongeait son frein et ne consentait à perdre ses journées que pour la certitude de régler un problème et de franchir une étape, sinon décisive, du moins symbolique, observa avec ironie le visage ébahi de son frère, collé à la vitre, tandis que le lourd convoi semblait flotter au milieu des eaux sur lesquelles miroitait le soleil de juin. En face, Roberta s'était assoupie et ne se réveilla brièvement qu'au moment où on la posa sur les coussins de la gondole chargée de les conduire à leur destination finale. Roberto, bien sûr, connaissait l'existence de Venise et en avait vu et lu des représentations. La mère de Domenico en était originaire et c'était là que Bonifacio l'avait rencontrée, un demi-siècle auparavant. Mais ce qu'il découvrait le bouleversait. C'était comme s'il avait changé de monde, et il songea que l'arrivée dans l'au-delà ne pourrait le surprendre davantage. Tout ici était différent, à commencer par la surface sur laquelle il progressait, cette eau aux reflets gris, verts, bleus et blancs, l'odeur marine et salée, les cris des oiseaux, le bruit de la rame qui plongeait et ressortait du flot, régulière comme un cœur serein, ce que le sien n'était pas. Il avait serré la main de sa mère et aurait voulu partager avec elle l'émerveillement qui le saisissait. Mais la présence de son frère, à qui le spectacle paraissait coutumier, et l'indifférence de la vieillarde retinrent ses élans. Ils descendirent lentement le grand canal. En propriétaire, Andrea nomma quelques palais et fut plus disert sur l'un d'eux qu'il désigna d'un mouvement du menton dédaigneux. La Cadoro, un des plus beaux palais de Venise, du moins jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains d'une ballerine folle,
Maria Taglioni, qui lui a causé plus de dégâts avec ses aménagements fantasques que les siècles de son histoire. C'est là, paraît-il, que Della Rocca a rencontré sa princesse. Il fit une moue et Roberto redouta qu'il s'emballât et partit dans une de ses diatribes contre celui qu'il jugeait responsable de la mort de leur père. Mais le député se contint et ajusta sa cravate. Par chance, le palais a été racheté par un richissime baron, Giorgio Franchetti. Il a entrepris des travaux ruineux pour restaurer les lieux. On peut l'admirer. Je pense cependant qu'il serait plus judicieux d'investir dans l'avenir de notre pays. Note que lorsqu'on est riche à ce point, on peut se permettre les deux. Andrea n'avait pas encore atteint ce niveau de fortune. Et comme son frère ignorait les bénéfices réalisés en bourse, il s'abstint de développer et laissa Roberto à sa découverte émerveillée. Se pouvait-il que cette ville provoquât un sursaut, un éveil chez son frère? Allait-il enfin commencer à vivre en homme, en adulte? Il en doutait, mais après tout, pourquoi pas tant que cela ne faisait pas obstacle à ses projets? Ils glissèrent sous le Rialto, longèrent la Salute et à hauteur de San Marco et du Palais des Doges, bifurquèrent vers San Giorgio. Roberto, tendu, n'en revenait pas, tandis que sa mère demeurait inerte, indifférente au spectacle, au remous et au bruit. Enfin, ils accostèrent à San Clemente. Andrea sortit le premier, preste et déterminé à ne passer ici que le temps strictement nécessaire. Roberto le suivit, les jambes flageolantes, les yeux balayant la scène qui s'offrait à eux. Dans son dos, l'île de la Giudecca et sur la droite, l'arsenal. Devant lui, une petite place sur la gauche de laquelle se dressait la façade blanche d'une jolie église, sobre et pure, qui semblait lutter contre un imposant bâtiment de briques roses, haut de 3 niveaux et criblé de fenêtres étroites. On s'affaira à extraire Roberta de la gondole. La vieille femme se laissa manœuvrer en maugréant. Roberto vint près d'elle et lui prit le bras. Il réalisait brusquement que c'était là, dans une chambre de cette imposante institution, qu'il abandonnait sa mère, qu'il allait la confier à des inconnus et qu'il ne pourrait plus la voir à n'importe quel moment de la journée. La tête lui tournait. Était-ce bien réel? Était-ce la bonne décision? Mais il s'en était toujours remis à d'autres pour choisir. Son père d'abord, puis Andrea et Bronchi. Il n'était pas médecin et son frère avait à cœur autant que lui de veiller à la santé de leur mère. Celle-ci était à présent sortie de la gondole et se tenait debout, énorme et immobile sur le ponton, le regard éteint, les paupières plissées à cause du soleil, face à l'asile qu'elle parut narguer un instant. Puis ses épaules s'affaissèrent et Roberto sentit qu'elle se dérobait. « Vite !» cria-t-il. Aussitôt les hommes qui les accompagnaient vinrent la soutenir. De l'entrée surgirent des infirmières avec une chaise roulante qui se précipitèrent à la rescousse des arrivants. On assit Roberta dans la chaise, ou plutôt, elle s'y laissa tomber, molle et pesante, dans un râle terrible, à la suite duquel elle sombra dans une profonde torpeur. Un homme en costume strict sortit à son tour et s'avança vers eux, tout sourire. Mais Roberto comprit rapidement que le sourire, comme la marche rapide, n'avait qu'un destinataire, Andrea. « Monsieur le député, quel plaisir de vous revoir. Le voyage s'est-il bien passé ?» Andrea serra la main qui se tendait. « Très bien, docteur Scalgaro, je vous remercie. » Puis se tournant vers le couple curieux que formaient son frère et sa mère, le premier debout à côté de la chaise où la seconde semblait dormir, « Je vous présente ma mère et Roberto, mon frère. » Le médecin s'inclina en souriant, mais ne bougea pas pour serrer la main de l'un ou l'autre, se contentant de répéter « Bien, bien ». Puis, revenant à Andrea, « Comme je vous l'ai expliqué, votre mère sera parfaitement installée et soignée. Nous lui avons préparé une chambre individuelle et elle sera à l'écart des patients ordinaires. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.